intergénérationnel. Ce n'est pas tout le monde qui y pense, et nous invitons des gens comme ça, qui pensent que la société peut être pensée autrement, peut évoluer, et à ce moment-là, un échange intergénérationnel est le bienvenu. Nous pensons, et nous parions, et cette maison de retraite parie sur cet échange, parce que nous pensons que les deux générations, ou même les intermédiaires, ont des choses à s'apprendre mutuellement, réciproquement, et il faut décloisonner le monde. Le thème de notre débat de cet après-midi est « Quel sens donner à la vieillesse ?» Je trouve que c'est un thème qui concerne déjà tout le monde. Et le sens à donner à la vieillesse, bon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, et pourtant, si vous me demandez, moi, je mise sur la transmission. Je pense que la transmission est quelque chose de très important, parce que si nous voulons avoir une mémoire vive de notre société, une société qui déjà veut nous couper de notre histoire, on réduit les cours d'histoire dans les écoles, à ce moment-là, la mémoire vive devient de plus en plus importante. Et donc, quelles sont les jeunes filles ou les jeunes femmes aujourd'hui qui peuvent encore imaginer un monde sans machine à laver, sans pilule? Et pourtant, ce sont des inventions très récentes, enfin relativement récentes, et qui ont bouleversé la vie des femmes, de leur grand-mère, libéré les femmes. Et quels sont les jeunes gens qui connaissent de la guerre autre chose que ce qu'ils voient sur les consoles jeux vidéo, dans les films, et éventuellement dans des livres? Mais où y a-t-il eu un échange avec les grands-parents qui, eux, ont vécu l'occupation, la résistance, la guerre, la plupart du temps? Et cet échange de vive voix est crucial. Si on ne veut pas rester justement dans une mémoire désincarnée, si on ne veut pas rester dans des sujets qui sont traités par les spécialistes, des experts, qui en font des sujets de thèse. Notre invité aujourd'hui est Günther Goran, et nous sommes vraiment très honorés qu'il nous fait l'honneur d'être venu, et le plaisir, parce que Günther est un animateur hors pair qui anime depuis 19 ans au Café Philo des Phares, à la Bastille. Bon, c'est emblématique, la Bastille, c'est un lieu de révolution, n'est-ce pas? Oui, je suis très honoré d'ouvrir quelque chose que je relie à une créativité dans tous les domaines. Voilà, d'ouvrir son esprit et ses émotions à des choses nouvelles. N'importe quelle interrogation, même naïve, surtout naïve, n'importe quelle réponse, même naïve, surtout naïve, peut avoir un sens, une dimension philosophique. Que les gens philosophes dans le café philo, cela ne signifie pas qu'ils soient des philosophes comme Descartes, mais cela signifie qu'ils sont capables de se poser les mêmes questions que lui. Donc, quel sens donner à la vieillesse? La philosophie, on peut dire, mon idée, c'est le fondement de la philosophie, c'est donner un sens à la vie. Donc la vieillesse n'est qu'une tranche de la vie. Alain, je sais pas, un grand philosophe français qui disait « Tout être humain, chaque matin, reconstruit son monde ». Reconstruire son monde, c'est-à-dire s'oriente. Pour l'être humain, il n'y a pas de sens qu'on peut trouver quelque part, c'est donner un sens. Hein. C'est pour ça que quel sens donner, c'est pas quel sens à la vieillesse, mais de donner un sens. Il est vrai aussi que la philosophie n'est pas seule à donner un sens. Les religions aussi. Donc le sens nous permet, c'est une sorte de boussole, hein, qui nous permet de nous orienter dans la vie qui est un voyage, le fameux homo viator, l'homme voyageur, et s'il n'a pas de boussole, où il tourne en rond, où il se perd. L'être humain, il doit construire, il doit créer un sens. Qu'est-ce qu'on peut citer comme dans l'histoire de la philosophie? Le plus connu, c'est les idées de Platon, mais il y en a d'autres, hein. Les idées du vrai, du beau, du juste, et du bien. Hein, la religion donne un sens quand on dit que le Christ, l'imitation du Christ, ou d'aspirer à la sainteté, c'est aussi un sens.
Donc c'est pas uniquement la philosophie intergénérationnelle, et ça date de très très loin. C'est déjà Cicéron, quand il a écrit un livre très connu sur la vieillesse. Caton, c'était son idole de la vieillesse, il dit qu'il faut absolument des échanges entre générations. Il a écrit ça il y a 40 ans avant Jésus-Christ, et Simone de Beauvoir, 20 siècles plus tard, qui a écrit La vieillesse, dit la même chose. Donc je suis très content d'inaugurer, parce que ça sera à chaque fois intergénérationnel, tout ce qui se passe ici. Oui, c'est ça. C'est très très bien, parce que d'une manière plus générale, c'est Laruelle qui disait ça déjà, on apprend toujours par l'autre, il faut passer par l'autre. Hein. Si on est entre soi, on n'apprend rien. Alors au sujet, évidemment au sujet, et je fais en deux temps. Hein. En deux temps, le premier c'est les difficultés évidentes de donner un sens à la vie, à la vieillesse, même à la vie. Peut-être entre parenthèses, je pense à quelque chose qui est plus général. C'est pas uniquement donner un sens à la vieillesse, mais donner un sens en général. Et c'est à mon avis la cause ultime de la floraison de ces cafés philo ou parce que le café philo, c'est un peu la philosophie qui vient d'en bas, et puis depuis et Britt et Christian, je suis très reconnaissant, c'est ceux d'en haut descendent vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a une circulation, disons, entre les philosophes réputés, professionnels, et puis l'homme de la rue, que les deux échangent entre eux. Alors pourquoi ce succès? Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a une tendance lourde, peut-être la plus lourde, de remplacer le sens par le fonctionnement. Ce n'est plus quel sens ça a, mais est-ce que c'est efficace, est-ce que ça fonctionne? Il y a une difficulté de donner un sens à la vieillesse. Alors pourquoi? Quand il y a hostilité, on peut toujours voir en dessous, dans quelques domaines que ce soit, il y a une peur. Je pense qu'il y a une peur de vieillir. C'est est-ce qu'on se sent vieillir soi-même ou est-ce que c'est le regard des autres? C'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui le look, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres me renvoient, on intériorise. C'est aussi la question que je me pose par rapport à la dignité qu'on met à toutes les sauces. Est-ce que moi-même je me sens indigne ou est-ce que j'intériorise le regard des autres? Par rapport à cette hostilité, un terme qui a été forgé, je crois, il y a quelques années, ce qu'on appelle le jeunisme. Le jeunisme, c'est le contraire du racisme. Hein, c'est le jeunisme, c'est au contraire, c'est valoriser la jeunesse. Et ce qu'a dit Britt, pourquoi la jeunesse? Parce qu'on est efficace, on est performant, il y a une sorte de perfection. Et l'opposé du jeunisme, c'est-à-dire un racisme anti-âge, on appelle ça l'agisme. Un agisme. Il faut tout maîtriser. Or, le vieillissement, et à la fin la mort, peut-être ce qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire là, on est passif. Il faut accepter un destin, pas une fatalité, un destin. Aussi, on appelle l'utilitarisme généralisé. C'est ceux qui ne sont pas utiles, mais utiles pourquoi? Utiles pour le marché du travail. Au Danemark, par exemple, après 60 ans, vous n'avez plus droit à une opération du cœur, parce que vous n'êtes plus rentable, donc on ne vous opère plus. Une autre source, et là je passe rapidement, on parlera peut-être, c'est lié à cette maîtrise, c'est l'horreur de la dépendance. Hein, on ne veut pas être dépendant, on veut être autonome. Mais c'est une confusion très tragique entre l'autonomie et l'autarcie. L'autarcie, c'est-à-dire je me suffis à moi-même. Et l'être humain s'est défini par sa dépendance. On est dépendant, hein, et même dans une société de plus en plus technologique, on est toujours dépendant. Mais ça, le sujet roi moderne, il veut être indépendant. Non, je suis indépendant, mais il se trompe complètement. Il est profondément dépendant. Mais il peut être autonome. Autonome, c'est de se donner la loi. Autarcie, c'est l'indépendance. Je m'en sors tout seul. Je n'ai besoin de personne. Ce bonheur qui serait que le plaisir, il faut du plaisir. Mais si on réduit le bonheur au plaisir, il est facile, sans effort, sans se dépasser, sans but de dépassement, je crois, c'est également mortifère. La vieillesse, une question que je pose, est-ce qu'elle ne peut pas être
quelque chose qui nous fait avancer. Alors un autre mot qui est vieillir, qui serait mûrir. Vivre, c'est croître pour moi. Croître, et en latin c'est crescere, ce qui a le fait croître et créer. Et je pense, et je citerai tout à l'heure, on peut croître jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. On peut continuer à croître, mais autrement qu'un enfant ou qu'un adolescent. C'est ainsi que Spinoza définit la joie. Il dit que ça consiste, je dis avec mes propres mots, à faire croître, à élargir. On n'utilise plus ce mot, mais Freud le disait, son âme, c'est-à-dire toutes ses capacités découvertes, d'étonnement, Je vais juste abonder dans votre sens. Une amie m'a dit déjà il y a très longtemps, plus j'avance en âge et plus l'horizon s'élargit. En ce qui me concerne, j'ai jamais vraiment accordé beaucoup d'importance à la différence d'âge, parce que je trouve qu'il y a des jeunes qui sont très vieux, et il y a des vieux qui sont extrêmement jeunes. Et la philosophie, ce n'est pas de décrire ce qui est, pour moi, c'est ce qui serait bien qu'il soit, et comment le faire. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est ça qu'il faut promouvoir. Ce que vous venez de dire rencontre forcément mon assentiment à 100%, parce que je pourrais dire que je suis en recherche d'activité, mais pas forcément d'activité corporelle, parce que malheureusement les ans sont là, et l'hémiplégique a été là, mais d'activité qui pourrait encore être la mienne, parce que j'ai beaucoup de choses à communiquer au point de vue cérébral. Excusez-moi de le dire de cette manière, ça fait un peu orgueilleux, mais c'est pas du tout l'orgueil qui m'anime, c'est plutôt la recherche d'être encore utile. Alors je vous remercie infiniment de tout ce que vous venez de dire, ça peut redonner un sens effectivement à ma vie. Merci. Moi, je voulais aussi rappeler nos deux vieux intellectuels de la société parisienne actuelle. C'est Stéphane Hessel avec son livre Indignez-vous et Edgar Morin avec La Voix, et puis les livres coécrits ensemble. Je trouve que vraiment ce sont deux vieillards joyeux, absolument joyeux et merveilleux. Et qu'est-ce qu'ils ont à transmettre, hein? Je veux dire, avec le succès en plus. On ne sent pas vieillir, mais non seulement nous, mais il y a le regard des autres. La perception, effectivement, c'est quand même très important, et on a tendance à mettre les gens dans des classes, entre guillemets, ou des catégories qui sont totalement inadaptées au nom de quoi? Quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, c'est dans ce sens-là. C'est que les autres, j'intériorise le regard des autres. Je voulais vous poser une question sur le jeunisme. Moi, j'avais compris que c'était la recherche d'une image jeune grâce aux technologies et qu'on a maintenant grâce aux techniques. Le jeunisme, seul et estimable, c'est celui qui reste jeune le plus longtemps. Dans les différentes sociétés, c'est-à-dire en Inde et en Afrique, on a une autre notion de la vieillesse, un autre respect, je crois, parce que j'ai lu dans mon parcours. C'est vrai que dans les sociétés qui ne sont pas pris dans le progrès technologique, où c'est le progrès technologique qui remplace l'expérience de vie, la vieillesse est tout à fait regardée différemment. Aujourd'hui, l'expérience a fait place à l'expérimentation. C'est l'expérimentation et non pas l'expérience qui compte. Et ça, c'est une déshumanisation. Bernard Stiegler, pour ne pas le nommer encore une fois, ce philosophe finalement de la technologie moderne, lui, il parle de prolétarisation des savoirs, prolétarisation aussi des esprits et des savoir-vivre, des savoir-faire. La prolétarisation, à l'origine, c'est l'artisan qui avait un savoir de métier et devenu ouvrier à la chaîne. C'est-à-dire, il n'a plus un savoir-faire qui demande un métier, qui a un métier. En fait, le vieillissement est systématiquement rattaché à la laideur. Alors qu'on sait que la laideur, elle est partout, tout comme la beauté, à tout âge. Quand on commence à être un vieillard dépendant, puisqu'il faut utiliser le terme de vieillard dépendant, puisque c'est mon cas, comment donner à sa vie actuelle un sens qui serait d'aller vers les autres et d'apporter encore quelque chose. C'est ça le vrai sens de ma question. C'est qu'on a l'impression que, arrivé à cet âge,
eh bien, notamment malheureusement quand on est malvoyant, on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très démoralisant. C'était ça le sens de ma question. Là, je vois 3 sens qu'on peut donner différents, et je ne sais pas qui a raison. Ce que je voulais dire, c'est être utile. Alors, est-ce que cette utilité, et ça, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on est dans l'utilitarisme et qu'il faut être utile pour avoir une justification d'exister? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent? Excusez-moi, dans le terme utile, j'ai utilisé ce terme, mais c'est pas tellement. C'est malgré sa vieillesse, malgré beaucoup de choses qui vous empêchent d'aller vers les autres, comment y arriver quand même. Voilà, je crois que c'est ça le vrai sens de la question. Mais madame, là c'est au-delà de ce que vous dites, parce qu'on lit ça dans les livres, de rester utile. Et des personnes âgées, je ne suis plus utile. Deuxième sens, c'est ce que moi j'ai valorisé, c'est moi-même j'ai continué, c'est très égoïste, moi-même j'ai continué à croître. Et comme dit Victor Hugo, il y a une éclosion. La vie n'est que des éclosions, des métamorphoses successives de l'enfance à l'âge adulte, même de bébé à l'enfant, etc. Des éclosions. Et puis le troisième, c'est finalement, je n'ai plus rien à prouver, je peux être celle ou celui que je suis, je peux me laisser aller, je retrouve une paix. Vieille, comment j'ai toujours aimé donner aux autres. Je n'ai pas été avocate pour rien, j'en dis pas plus. Et du coup, actuellement, je suis en recherche d'aller vers les autres. Et malheureusement, quand on est dans une maison de retraite et qu'on est malvoyant, ben on passe des journées entières à être là, assis, et on ne fait rien. Alors qu'on sent en soi qu'on pourrait encore être utile à quelque chose. On n'est pas vulnérable que quand on est enfant, et que quand on est vieillard, on est vulnérable toute sa vie, parce que, par exemple, là, quand je prends la parole, pour moi, je suis un peu stressée parce que c'est pas habituel pour moi de prendre la parole en public, et je vous montre ma vulnérabilité dans toute sa splendeur. Et qu'on est dans une époque où peut-être, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, l'obsolescence, on ne veut pas reconnaître la vulnérabilité, c'est ce qui fait la matière humaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça ne serait pas lié au fait qu'on a une génération de retraités qui ont déçu? Ce sont des personnes qui ont grandi dans les 30 Glorieuses, qui ont mis le confort sur un piédestal, et finalement, pendant leur retraite, beaucoup d'entre elles continuent à avoir une attitude de critique et de victimisation qui ne décolle pas beaucoup des choses matérielles. Alors il y en a qui essaient de s'en sortir, ils se rattrapent vite avec des cours de philo, etc. Mais je pense que dans beaucoup d'autres sociétés, il y a une perception de la vieillesse bien plus positive et bien plus saine. Alors est-ce que ça ne serait pas lié justement à notre histoire française récente? Même dans les pays dites primaires ou des sociétés premières, avec l'arrivée de la technologie, il y a plus ce respect des personnes âgées. Le savoir n'est pas dans l'expérience. Et pour tout vous dire, je pense c'est que, et ça c'est très dur, c'est que les personnes âgées doivent transmettre aux jeunes, c'est ne pas avoir peur de la mort. C'est ça. Comment, sans devenir un religieux au sens dogmatique, de croire un paradis, etc., comment sauver cette profondeur de nos ancêtres qui savaient, oui, peut-être qu'on passe ce que je dis, aujourd'hui, on ne peut pas limiter la réalité à ce qui est visible. Ce qu'on appelle la recherche d'être utile, ou de réussir à tenir une conversation avec l'autre, c'est toujours un entre-deux-jeux de regard et de miroir, et une vieillesse se joue à la fois d'un lieu d'être, mais aussi d'une veille de mémoire qu'on enregistre grâce à une relation avec l'autre. Oui, alors l'adage disait, depuis qu'on prend sa retraite à 60 ans, on devient vieux de plus en plus jeune.
Le problème, c'est l'apparence des gens, et donc on a envie de donner un âge. Ah bon, à l'instant, il attend, alors il est plus bon à ceci, plus bon à cela. Alors le couperet tombe au moment de la retraite. Il y a beaucoup de jeunes qui essuient des plâtres dans toutes les professions et qui n'ont pas un tuteur qui pourrait prolonger un petit peu. C'est ce que disait Robert Rochefort. J'avais entendu dans une conférence il y a 5-6 ans. Il disait, mais il faut absolument qu'il y ait une transition générationnelle au niveau de tous ces savoirs qui vont se perdre. On pourrait dire aussi qu'il me semble que cette envie de vieillir dans les meilleures conditions, ça doit venir des premiers âges. Je suis ici pour vous donner un peu d'espoir, entre guillemets. En fait, je représente le ministère de l'Éducation nationale et je suis en fait chargée au niveau national de monter des projets intergénérationnels et de développer l'intergénération dans les écoles, les collèges, les lycées, avec des étudiants, en relation avec les maisons de retraite, les clubs du troisième âge, etc. Donc c'est pour vous dire en fait que ça existe. Il y a tout un comité scientifique aujourd'hui de chercheurs qui travaillent sur cette thématique. Et donc moi en tant qu'enseignante, voilà, je lutte depuis des années. J'ai commencé dans ma classe. J'ai vu que mes élèves étaient transformés par effectivement cette pratique d'activité en maison de retraite. Et depuis, ça marche. Voilà, donc c'est un petit peu un espoir aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et... Donc je veux bien que les institutions s'en occupent, mais s'il n'y a pas cette espèce de chose immédiate, s'il faut 5 commissions avant de faire quoi que ce soit, c'est un peu pénible. Il parlait d'une crise, et Edgar Morin appelle ça une crise des civilisations. C'est pas uniquement une crise financière, c'est une crise des civilisations. Que voulons-nous faire de l'être humain? Parce qu'une société, elle ne produit pas des TGV et des Concorde, elle produit un certain type d'homme. Et si ce type d'homme devient une bille d'acier paranoïaque et méfiant, la société, elle sera comme la société de Hic. Était décédé depuis la veille au soir. Mais il y avait une force qui était là, c'était... Donc, même après son décès, il y avait encore quelque chose, elle avait encore à transmettre, quelque chose de mystérieux, une beauté. Est-ce que la vie ou la vie de la vieillesse peut avoir un sens si on ne croit pas en une survie de l'âme? D'abord, si on ne se croit pas à l'âme, et éventuellement, si on ne croit pas à une survie de l'âme. L'âme, Freud, qui était complètement athée, il disait « je suis médecin de l'âme hein. ». C'est pas la philosophie, l'âme, même Dieu, Aristote parle de Dieu, Kant, qui n'était pas religieux, parlait de Dieu, il dit c'est un postulat. Si j'ai le choix, pourquoi choisir le néant, qui vous choque, enfin, d'après votre réaction, ça vous perturbe, plutôt choisir quelque chose qui donne plus d'espoir, qui est, je sais pas, un mot couvert, c'est une survie de l'âme. Quelque chose, l'âme, ou c'est ça, oui, tout à fait. Un pas de plus pour essayer de mettre quelques mots sur le concept, ça reviendrait à cela. Et bon, c'est effectivement un débat qu'on peut avoir. Comte qui dit « je suis philosophe, il est complètement athée, pour sauver ma peau et mon âme ». C'est un athée. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de philosophes athées qui se rendent compte qu'il y a une richesse dans la religion que la philosophie n'a pas encore atteint. Et c'est ça un peu ma vision. Il y a Habermas complètement athée, il dit, ce que je viens de dire, la religion, il dit ça plus techniquement, a des ressources sémantiques, ressources de sens, que nous les philosophes, nous n'avons pas encore pas épuisées, nous n'avons pas encore atteint. La religion, elle a c'est quoi? C'est relier les choses qui sont séparées. La philosophie, c'est penser tout le pensable, ou faire le lien entre les choses, entre toutes les choses. Et puis le deuxième, c'est renégarer, lire autrement. C'est-à-dire de ne pas changer son regard sur les choses. Et là, la religion et la philosophie, c'est la même chose. Et tout philosophe, ça c'est un scoop, je veux dire, tout philosophe est un fondateur de religion.